Si l'on peut repérer des théories du rien et du néant dans l'histoire de la pensée depuis les Grecs en passant par le christianisme même, c'est au XIXe siècle que le nihilisme prend son sens moderne. Le mot inventé par Jacobi trouvera ses théoriciens dans la pensée allemande et ses praticiens dans toute l'Europe. La genèse du concept, on peut, à l'instar de Nietzsche, l'attribuer à Schopenhauer, qui fut le maître de Tourguenieff, par exemple. Ainsi, le nihilisme devient-il au XIXe siècle un mouvement de pensée, un mouvement artistique et littéraire, un mouvement politique qui évoque les idées de négation, de destruction de toutes les valeurs morales, l'absence de justification et de fondement. Jean-Jacques Fortet, Georges Leyenberger, bonjour. Vous avez organisé un séminaire sur le nihilisme à Strasbourg, lequel séminaire est publié aux éditions Osiris. Quelles sont, au fond, les grandes lignes, Georges Leyenberger, qui ressortent de ce séminaire? Oui, le nihilisme est une idée complexe et donc il a des significations multiples. Pour comprendre ces significations, je crois qu'il est nécessaire d'exposer un certain nombre de figures du nihilisme. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas comprendre les multiples sens du mot nihilisme sans les rapporter au nihil, c'est-à-dire à la notion de rien qu'elle suppose. Les différentes manières d'entendre le nihilisme sont les différentes manières de percevoir le rien, le vide ou l'absence d'un fondement ultime, garantissant le sens de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, selon la définition, je dirais, la plus courante du nihilisme. Dans le séminaire Traversée du nihilisme, j'ai proposé 4 figures du rien ou du nihil qui tracent les contours de 4 compréhensions du nihilisme, en m'appuyant sur un texte peu lu de Kant, à savoir la table du rien qui clôt l'analytique transcendantale de la critique de la raison pure. Premièrement, on peut entendre le rien comme un concept sans objet. Le nihilisme, à ce moment, serait un concept ou une idée qui ne correspondrait à aucune réalité. Notre réalité ludique, consensuelle, performante, pourquoi pas démocratique, ne montre-t-elle pas que l'idée même de rien et de nihilisme est déplacée? Dans cette compréhension, on voit tout de suite qu'il ne s'agit même pas d'une conception du nihilisme. C'est une attitude ignorante, absolument nihiliste, qui signe la mort de tout travail, à commencer par le travail de la pensée. Il est clair que cette idée-là est souvent partagée par l'époque qui est la nôtre, dans la mesure où notre époque met en avant des valeurs extrêmement positives, du genre le consensus, la performance, la démocratie généralisée, la fin de la lutte pour la reconnaissance, comme dit Fukuyama, etc., ou alors même le plaisir du vide, que sais-je encore. Voilà. Pour moi, je crois que cet ensemble d'images qui sont véhiculées dans notre parole et dans notre pensée, entre guillemets, contemporaine, sont une incompréhension radicale du nihilisme, c'est-à-dire une ignorance qui signe la mort de tout travail sérieux quant au nihilisme. C'est pour ça qu'il faut passer à une deuxième compréhension du nihilisme. Alors, la deuxième figure, en quelque sorte. Oui, alors la deuxième figure consisterait à comprendre le rien comme objet vide sans concept, c'est-à-dire les objets, les actions, les phénomènes seraient donnés, mais ils seraient vides. On a là la première compréhension philosophique du nihilisme. Néanmoins, le vide serait compris comme un défaut ou un manque de sens qui doit être comblé. Cette compréhension s'ouvre donc à une promesse ou à un espoir, l'espoir de la venue d'un sens. Et cette absence de sens, on aura de cesse de chercher à la combler. Entendu que cette compréhension du nihilisme, à ce moment-là, s'ouvre
sur un certain nombre de promesses ou d'espoirs qui sont tout à fait fallacieux, illusoires, et l'attente de la venue du sens. On pourrait donner un exemple politique. Oui. De penser qu'une révolution, par exemple, une révolution politique, permettrait de constituer le sens ultime de l'histoire. Troisième figure, le nihilisme serait l'objet vide d'un concept, c'est-à-dire on l'éprouverait comme le vide. Et on commencerait à comprendre à ce moment-là que le vide, l'absence de sens, est absolument insurmontable. On ne se situe plus au niveau du sens, mais on fait l'expérience et l'absence du vide. Le nihilisme serait donc l'expérience par laquelle j'éprouverais, l'humanité éprouverait le vide, sans pouvoir le nier et sans pouvoir chercher à le dépasser. Toutefois, cette affirmation est encore une comparaison, comme le montre le texte de Kant. On entend encore le vide comme une privation du plein, on entend encore l'obscurité comme la privation de la lumière, même si on les éprouve plus positivement. Oui, moi je crois que le nihilisme russe, sur le plan littéraire en particulier, marque cette expérience radicale du rien et souligne le caractère tout à fait incontournable de l'absence de sens. Oui, oui, Jean-Jacques Fortet, d'ailleurs, quand on vous écoutait, Georges Leyenberger, on pensait à cette phrase de Bielinski qui disait « La négation est mon Dieu ». Au fond, c'est un peu ça que vous désignez par là, tous les deux. Oui, oui. Cela montre bien que la négation est vécue, elle est ressentie en tant que telle. C'est une épreuve qui vous tombe dessus. Voilà, c'est une épreuve. C'est le poids redoutable de la négation. Voilà. C'est une épreuve et ce n'est certainement pas une recherche de sens, c'est une épreuve qui interdit la recherche de sens, et donc on va, d'une certaine manière, s'ouvrir intégralement à cette épreuve. C'est une idée, disons, réactive qui, sur le plan politique, aboutit à une stratégie, même pas seulement d'opposition, mais de pure négation ou de volonté de destruction radicale. C'est en ce sens qu'il faut introduire une dernière figure du rien et du nihilisme. Le rien est pensé comme une intuition vide, sans objet. C'est la figure du rien chez Kant la plus profonde et la plus intéressante, c'est-à-dire comme condition de la présence, condition de l'espace et du temps. C'est l'ultime compréhension du nihilisme, et je crois que c'est une compréhension qui efface d'un coup, si on y arrive, en tout cas, tous les présupposés philosophiques qu'on avait jusque-là, c'est-à-dire le présupposé du sens et le présupposé de la donation des phénomènes, des objets, des pensées, des paroles, etc. Il n'y a plus rien, il y a simplement l'exposition aux conditions de la présence qui sont en effet pour Kant, comme pour Nietzsche, puisque Nietzsche répétera la même chose dans le livre du philosophe, le temps et l'espace. Et le nihilisme, si on arrive à cette ultime figure, c'est l'exposition aux conditions de la présence, c'est-à-dire du temps et de l'espace. Et c'est cette exposition que nous avons appelée, avec Jean-Jacques Fortet, traversée du nihilisme. Au fond, c'est une figure extrêmement positive, quoi, extrêmement positive. Du nihilisme. C'est un nihilisme, on pourrait presque dire joyeux, en quelque sorte. Joyeux, peut-être que la joie survient à ce moment-là, mais on ne peut pas, je crois, on ne peut pas le décider à l'avance. C'est peut-être aussi... En tout cas, ce n'est pas une figure noire du nihilisme. Ah non, ce n'est pas une figure dramatique. Ce n'est pas une figure dramatique. Voilà. Je dirais que c'est peut-être une figure tragique, mais entendu que le tragique n'est pas dramatique. Et j'aimerais, pour peut-être faire sentir cette ultime version du nihilisme, où on n'attend rien, où on s'expose simplement aux conditions de l'espace et du temps, citer ce mot de Nietzsche. C'est une sorte de poème qui se situe à la fin du Gai Savoir. Ici, j'étais assis à attendre, mais à n'attendre rien. Par-delà bien et mal, à savourer ici la lumière, là l'ombre, n'étant tout entier que je, que mer, que midi,
que temps sans but. Nietzsche montre constamment qu'une opposition simple au nihilisme reconduit au même que ce contre quoi on combat. Alors pour sortir de cette impasse, disons très rapidement, nihilisme et anti-nihilisme primaire, vous nous invitez à une traversée du nihilisme. Alors j'aimerais bien que vous vous expliquiez sur ce que vous entendez par là, Jean-Jacques Fortet. Cette nécessité de sortir de l'opposition ou de la résistance apparaît parfois très explicitement dans le texte de Nietzsche, par exemple dans certains passages du Gai Savoir. Dans le paragraphe 380, Nietzsche écrit « Il faut être très léger pour se laisser pousser par sa volonté de connaître, jusque dans un pareil lointain, et pour ainsi dire au-delà de son époque, afin d'acquérir un regard qui embrasse des millénaires et d'avoir de surcroît le ciel pur dans ce regard. Il faut s'être détaché de tout ce qui justement nous oppresse, nous entrave, nous accable, nous alourdit, nous autres Européens d'aujourd'hui. L'homme d'un pareil par-delà, qui veut discerner les suprêmes évaluations de son époque, doit au préalable surmonter l'esprit de cette époque au-dedans de lui-même, c'est son épreuve de force. Et par conséquent, non seulement son époque, mais aussi ses propres répugnances et sa propre opposition ressentie jusqu'alors contre cette époque. Sa passion de ce temps, son inactualité, son romantisme. Dans ce passage de Nietzsche s'affirme donc la nécessité de sortir de l'époque, d'abandonner l'appartenance à l'époque, y compris sous la forme de l'opposition à cette époque. Et ce qui rend possible cet écart, c'est une variation de point de vue qui renvoie précisément à ce que nous avons appelé les traversées du nihilisme. Je crois que la première chose qu'il faudrait souligner, c'est que le motif de la traversée appartient à la compréhension ultime du nihilisme que l'on peut en effet lire dans les textes de Nietzsche. À cet égard, j'aimerais quand même souligner le fait que le texte de Nietzsche en général met en scène toutes les compréhensions et toutes les figures du nihilisme. Et je pense que la difficulté, en effet, c'est d'arriver à différencier les points de vue divers que Nietzsche adopte par rapport au nihilisme et de ne pas, je dirais, figer le texte de Nietzsche à une compréhension. Et par exemple, l'attitude la plus classique, et il me semble en même temps la plus négative par rapport à Nietzsche, c'est de comprendre le nihilisme chez Nietzsche uniquement comme perte du sens. Ça, il me semble que c'est vraiment une compréhension insuffisante du nihilisme chez Nietzsche. J'aimerais ajouter encore ceci, c'est que le texte de Nietzsche hésite très souvent entre ce que j'ai appelé la troisième et la quatrième figure. Et l'hésitation marquerait à ce moment-là la difficulté du passage, le fait que la dernière figure, l'ouverture à la présence et la traversée de la présence n'est jamais donnée. On y arrive par détachement, par soustraction, en quittant les dernières attaches du sens et du retour. Et à ce moment-là, il faudrait comprendre que le détachement arrive ou n'arrive pas, mais qu'il est absolument hors de question de le décider. Et il y a une très belle phrase de Nietzsche dans un fragment posthume de 1887-88 qui montre cela. Je cite ce fragment. « On s'interdit maintenant tous les chemins détournés, écrit Nietzsche, qui ramèneraient la croyance à d'autres mondes. Mais on ne supporte pas ce monde que l'on n'a déjà plus la volonté de nier. » Le déjà plus et la volonté ici indiquent un passage vers autre chose, c'est-à-dire vers une dimension qui sort de la comparaison, qui sort de la contradiction et de la négation ou de la résistance. Et c'est cette sortie que j'appellerais l'ouverture à l'espace et au temps, en autant qu'il y a sans aucun doute une proximité indéniable entre Nietzsche et Hölderlin, et je pense notamment au vers de Hölderlin dans Germanie, où Hölderlin écrit « Rien nier, je ne veux rien implorer ». Traverser, ça veut dire pas de but, pas de finalité, mais alors pas d'origine non plus à ce moment-là. Il y a un petit passage dans Ecce Homo où Nietzsche écrit « Et quoi, l'humanité même serait-elle en décadence? L'aurait-elle toujours déjà été ?»
Et ça nous permet de cerner un petit peu de cette question de l'origine et de voir qu'en fait, l'absence d'origine se présente en réalité sous la forme d'une multiplicité d'origines. Oui. Il y a une série de coups d'envoi du nihilisme qui ne sont jamais que des coups d'envoi partiels. Il y a par exemple un coup d'envoi qui est important, un départ supposé du nihilisme qu'on rencontre dans l'œuvre de Nietzsche et qui détient un certain privilège. Pour Nietzsche, c'est le coup d'envoi judaïque, le commencement juif. Le judaïsme, dit Nietzsche, a effectué dans la morale le premier renversement des valeurs. Il a commencé dans l'ordre moral la révolte des esclaves. C'est ce que Nietzsche écrit dans Par-delà bien et mal. C'est un soulèvement qui a été victorieux, qui traîne à sa suite une histoire de 20 siècles, de sorte que toutes les formes modernes du nihilisme se présentent dans la continuité de ce commencement judaïque, ce qui inclut le christianisme, l'amour chrétien, les Lumières, la démocratie, le socialisme, etc. Donc c'est un coup d'envoi que Nietzsche attribue aux Juifs et par lequel les Juifs opèrent un premier renversement des valeurs, une première transmutation des valeurs. Un renversement ou transmutation qui constitue ainsi une entrée dans le nihilisme et dans ce que Nietzsche appelle la morale du ressentiment. Mais ces termes de renversement des valeurs ou de transmutation que Nietzsche emploie explicitement à propos de ce commencement juif, ce sont les termes mêmes par lesquels Nietzsche désigne sa propre entreprise vis-à-vis de la morale. Ce qui permet de mesurer l'importance inaugurale qu'il apporte à ce commencement juif vis-à-vis du nihilisme. Et en ce sens, les Juifs sont pour Nietzsche, il l'écrit dans l'Antéchrist, le peuple le plus étonnant de l'histoire universelle. Mais cela permet aussi de renvoyer immédiatement à un autre commencement, le commencement qu'opère Nietzsche, qui se dit lui-même capable de briser en deux l'histoire de l'humanité. On peut donc montrer que le commencement juif n'est qu'un commencement parmi d'autres, qu'il est redoublé en particulier par le commencement nietzschéen, mais surtout par le commencement grec, celui de Socrate. Et on pourrait confirmer ainsi la multiplicité des origines ou l'absence de toute origine absolue du nihilisme. Georges Leyenberger. Oui, il est vrai que la figure de Socrate, associée à celle d'Euripide, est sans doute la marque la plus profonde de l'origine du nihilisme. Elle apparaît, en tout cas, d'une telle manière dans la naissance de la tragédie, puisque dans la naissance de la tragédie, elle marque le début de la décadence de l'histoire, c'est-à-dire elle marque le début du primat du savoir réfléchi et de la conscience. En effet, Socrate et Euripide, chacun dans son domaine, sont sans aucun doute le signe du passage à la conscience de soi. Et ce signe est en même temps le signe de l'agonie de la tragédie, de la mort non naturelle de la tragédie. Ça, je dirais que c'est sans aucun doute une des marques les plus profondes de l'origine. Mais ce n'est pas la marque unique, c'est-à-dire que cette marque va se redoubler à travers l'histoire. C'est la mise en rapport et on pourrait peut-être parler alors d'entame. Il y a une entame et il est clair que l'entame suppose quelque chose qui vient avant, qui est sans doute l'origine et qui est inassignable en tant que tel, oui. C'est-à-dire en tant qu'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche ne tranche jamais entre ces coups d'envoi ou ces entames. Il ne décide pas en faveur de l'un contre les autres, il les multiplie. Alors, est-ce que ça veut dire, au fond, que le nihilisme est toujours déjà là, quoi ? Est-ce que c'est ça que Nietzsche voudrait dire ? Toujours déjà là, oui, on pourrait dire ça si on comprend bien que le toujours déjà implique une impossibilité d'assigner l'origine. Et en tant que tel, c'est parce qu'on ne peut pas assigner l'origine qu'on ne peut pas rompre le nihilisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une fin du nihilisme comme retour à l'origine. Il est clair qu'il faut bien comprendre le rapport entre l'impossible assignation de l'origine et l'impossible assignation de la fin. C'est la même chose. C'est la compréhension de cette double impossibilité
qui nous dégage aussi d'une compréhension négative du nihilisme. Le nihilisme serait quelque chose de mauvais parce qu'on a perdu quelque chose, ou alors on espère quelque chose qui mettrait fin au nihilisme. Et la compréhension de cette double impossibilité nous permet de sortir aussi bien de l'attente que de la nostalgie. Que du deuil, au fond. Que du deuil ou de la nostalgie et du ressentiment, enfin, en droit. Et quelles sont les implications pour la pensée, Georges Leuenberger, que suppose cette attitude, justement, du fait que le nihilisme soit un mouvement, au fond, un mouvement permanent Je penserais qu'il y a 3 implications. Premièrement, cette compréhension du nihilisme expose la pensée à la temporalité, c'est-à-dire à une temporalité qui n'est pas assurée, qui n'est pas découpée en un avant et un après. Et donc, on peut dire que l'ultime compréhension du nihilisme expose la pensée au temps en tant que tel. Ça, c'est la première conséquence. On pourrait ajouter que cette exposition au temps en tant que tel a été interprétée par Nietzsche comme devenir. Entendu que le devenir chez Nietzsche est un devenir qui n'est pas dialectique, bien entendu, c'est-à-dire qui ne se pense ni en termes de but, ni en termes de circularité entre l'origine et le but. Et c'est, je crois, en ce sens-là qu'il faut commencer aujourd'hui à penser ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il a parlé d'innocence du devenir. La deuxième implication, ce serait de penser une humanité, c'est-à-dire de penser une humanité à partir de ce que Nietzsche appelle le surhomme. Alors, il est clair que le terme même de surhomme a été très mal entendu. Je n'insisterai pas là-dessus, mais lorsque Nietzsche dit dans le Zarathustra que le surhomme est une mer qui nous lave des torrents boueux, je crois qu'il faut entendre dans cette métaphore que le surhomme nous lave de l'origine et de la nostalgie de la source. Ce qui montre bien que le surhomme n'est pas un chemin, il est l'entre-deux, et c'est un entre-deux qui doit être assumé en tant que tel. Et au fond, ça fait écho à cette autre citation de Nietzsche: si nous ne faisons pas de la mort de Dieu un grand renoncement et une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à payer pour cette perte. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un renoncement comme ça, c'est le début même d'un travail, au fond, que propose Nietzsche. Hein. Oui, le renoncement est le début d'un travail, et il est clair que ce travail traverse ensuite et rencontre un certain nombre de motifs qui vont beaucoup plus loin, et notamment le motif de l'ouverture de l'espace que l'on trouve à la fin de l'aphorisme 343 du Gai Savoir, et qui dit ceci. J'aimerais le citer parce qu'il me semble que c'est un texte fondamental. Après avoir relaté la mort de Dieu, Nietzsche conclut: voici l'horizon à nouveau dégagé, encore qu'il ne soit point clair. Voici nos vaisseaux libres de reprendre leur course à tout risque. Voici permise à nouveau toute audace de la connaissance, et la mer, notre mer, la voici à nouveau ouverte. Peut-être n'y eut-il jamais mer semblablement ouverte. Donc c'est une perspective vers l'infini. C'est en même temps une libération par rapport à ce qu'on avait vu comme les premières figures du nihilisme. C'est la possibilité d'une ouverture radicale. C'est la possibilité, en effet, d'autre chose, mais cette autre chose ne peut pas être prédéterminée par ce qui vient de s'achever. C'est pour ça que, toujours dans cet aphorisme 343, Nietzsche parle d'une aurore. Mais l'aurore, ce n'est pas un nouveau matin, ce n'est pas une nouvelle promesse. C'est simplement l'aurore d'un genre différent, dit Nietzsche, qui ne se décrit que difficilement. Donc on ne peut pas encore décrire avec, je dirais, la pensée et les mots que l'on a pour l'instant, ce qui s'ouvre. Bien. Mais il faut essayer de l'accompagner, et c'est pour ça que j'insisterai sur un troisième et dernier motif de la pensée nietzschéenne. Il est clair que la possibilité même d'accompagner et de montrer
d'indiquer cette ouverture, c'est l'art. Entendu que l'art doit être compris, cette fois, non pas comme la présentation d'un sens, bien entendu, mais comme l'ouverture à l'espace et au temps.